60 avec le 60 sur KO Sport, qui pour une fois porte vraiment bien son nom aujourd'hui. Parce que notre invité, José, c'est pas un coéquipier cette fois-là, mais c'est un gars que tu voulais recevoir parce que tu es fan de lui, tu l'admires. Alors, je te laisse le présenter. Je l'admire, oui, mais c'est plus son approche mentale. Je me vois tellement, lui, de la façon qu'il parle de sa concentration, son mental, et je le présente, the one and only, the GOAT, George Rush Saint-Pierre. JSP. Merci d'être ici. Hein. Salut, Georges. Ça va bien? Ouais, ça va bien, toi? Ouais, ben moi aussi, très heureux d'être avec vous. Écoute, quand tu es gardien de but au hockey, comme José l'a été, des fois, tu tiens l'équipe sur toi-même. C'est toi le pilier de l'équipe. Hein? Tu joues un mauvais match, ben c'est toute l'équipe qui écope. Oui. Tandis que si tu es un joueur, tu joues un mauvais match, des fois, les coéquipiers font en sorte que tu peux te rattraper. Tu vois? Gardien de but, ils peuvent pas se rattraper, eux. Donc, c'était quand ils jouaient, j'aimais beaucoup regarder les matchs, puis j'étais un fan, moi aussi. T'es-tu une mauvaise humeur des fois, by the way? Ça arrive comme tout le monde, hein? Pas le choix. T'as-tu dans l'air heureux? Mais quand t'es en public, t'essaies de montrer ton bon côté, hein. J'ai des défauts comme tout le monde. Non, je sais bien que t'as des défauts. oui, mais tu pourrais dire que t'es... Mais t'es-tu quelqu'un de moody? T'es-tu quelqu'un, tu sais... Mais où tu m'as l'air d'avoir comme une philosophie. C'est peut-être tout ton brand d'auto, là, mais une espèce de philosophie de vie assez zen, pas assez dans le laisser-aller, mais peut-être que je me trompe complètement. J'essaie de me concentrer le plus possible sur mes objectifs. Je trouve que des fois, mettons, tu sais qu'il faut que tu fasses quelque chose pour pouvoir réussir, mais tu n'as pas toujours la motivation de le faire. Ouais. Puis c'est normal, ça m'arrive à moi aussi. Ce qui est le plus important là-dedans, c'est d'avoir la discipline. Puis ta motivation peut fluctuer avec le temps, avec ce qui se passe dans ta vie, mais ta discipline, c'est important que tu aies une discipline de faire, puis ça ne change jamais. C'est ça qui va t'amener loin dans la vie quand tu as des buts. C'est pas que mes enfants me leur dire faut qu'ils fassent le début de ça. Mais tu parles que tu essaies de ne pas être de mauvaise humeur, tu montres le bon côté, mais dans ton sport, on s'entend qu'une grosse game, c'est l'esprit d'influence mentale, le trash talk. Mais malgré ça, on t'a jamais vu vraiment perdre contrôle. En tout cas, moi, je t'ai jamais vu perdre contrôle dans une conférence puis t'as tombé dans le jeu de OK, on va leur donner crédit. Des McGregor sont très bons. Puis même, je pense que l'aspect mental, souvent, peut jouer là. Mais je t'ai jamais vu dire, OK, là, peut-être à l'intérieur, tu as perdu le contrôle. Mais on parle, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est justement José Aldo contre McGregor qui est rentré dans la tête dans la conférence de presse. C'est comme, quasiment, tu dis, je l'ai pogné d'avance. Tout, c'était tout le temps sous contrôle. Fait il n'y a pas une fois que tu as vraiment perdu contrôle avec un commentaire de quelqu'un ou dans un press conference. C'est vrai que ce que tu viens de mentionner, c'est un bon exemple d'un athlète qui a perdu le contrôle. José Aldo, c'était le champion. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le champion du UFC à l'époque. Et puis, avant son combat contre Conor McGregor, durant toutes les semaines de promotion, Conor McGregor l'a insulté et tout. Il a complètement fait perdre la boule. Ce qui est arrivé, c'est que dans le combat, José Aldo, il était très émotif. Il était trop agressif. Et en étant trop agressif sur son attaque, il s'est ouvert. Et Conor McGregor, c'est un counter-puncher, quelqu'un qui est très bon pour contrer son adversaire. Puis il a une main gauche arrière, un direct de la main arrière, très puissant et très précis. Puis il l'a battu de cette façon-là avec un KO spectaculaire. Il l'a fait sortir de son plan de match. Exactement. Donc, je pense que c'était voulu de la part de Conor McGregor. C'est quelqu'un qui, lui, il est authentique. Il aime ça, le trash talk, insulter ses adversaires. Il joue beaucoup des games mentales. Moi, c'est pas mon fort. Moi, j'ai jamais été bon pour le trash talk. Je suis quelqu'un qui est bon pour me battre. Mais parler, c'est pas mon fort. Et en plus, l'anglais, c'est pas ma langue première. Donc, j'ai grandi dans un petit village. Donc, on parlait pas anglais quand j'étais jeune. J'ai appris à parler anglais quand j'étais plus vieux à cause de l'école et mes voyages aux États-Unis. Ah ouais. Alors, ça serait con de ma part d'essayer de me rentrer dans une game de trash talk avec un Américain que lui, c'est sa langue numéro 1. Okay. Je ne gagnerais pas ce combat-là, c'est certain. Mais sans faire le trash talk, si c'est arrivé une fois que dans ta tête... Parce que, tu sais, on peut compter des menteries, on peut montrer qu'on est confiant à nos trainers, au coach quand je gaulais. Des fois, je veux gauler dans ma tête. Je dis, si tu viens de me mettre de la pression sur les épaules. Y a-tu une fois qu'il y a eu un commentaire ou quelque chose, ou quelqu'un, whatever, dans son regard que tu dis, Chris, OK, lui, OK, qui t'a rentré un peu, qui t'a joué dans la tête sans même que personne ne sait, à part toi, quand t'es le matin, tu te stresses, OK, lui...
il me fatigue, tu sais. J'ai jamais vraiment été fâché comme enragé envers mes adversaires. Il y en a qui m'ont chatouillé un peu, comme Nick Diaz, Josh Koscheck. Ils m'ont chatouillé un peu, mais ils m'ont jamais fait perdre la boule. Mes côtés, si tu me parles à manquer de confiance, avoir peur, ça oui, à chaque combat, ça m'arrivait. J'avais des doutes. C'est sûr que je me mettais un masque et puis je travaillais le plus fort que je pouvais. Donc, je me concentrais sur moi-même, je me concentrais sur les choses que je contrôle au lieu de me concentrer sur les choses que j'ai pas le contrôle. Et ça, c'est l'erreur que plusieurs athlètes font. C'est facile à dire. C'est facile à dire, mais ça facile à s'entraîne faire. mentalement. Parce que, ultimement, ce que les gens vont penser de toi, ce que ton adversaire va faire, vas-tu gagner ou perdre, tu contrôles pas ça. Les choses que tu contrôles, c'est les choses que tu fais à chaque jour, les petites choses qui font la différence au bout de la ligne, qui peuvent t'améliorer, puis te préparer du mieux que tu peux pour ton combat. Ça, tu contrôles ça. Ouais. Puis des fois, comme je te dis, des fois, ça te tente pas, t'as pas la motivation, mais si tu as la discipline de le faire, puis d'avancer tranquillement, c'est pas les grandes choses qui font la différence, c'est les petites choses que tu fais à chaque jour. Puis si tu te concentres sur ça, sur les choses que tu contrôles, ultimement, tu vas changer les odds en ta faveur pour une victoire, pour un succès. Mais de te concentrer, hey, je vais-tu gagner ou perdre, qu'est-ce que l'autre pense de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire, tu contrôles pas ça. Tu brûles du gaz. C'était un peu aussi dealé parce que j'approchais les matchs pareil. Tu sais, quand des fois, tu te fais dire en tant que goaler, hey, t'as pas le choix d'en goaler une grosse. Hey, l'autre a gagné hier, il faut que tu. C'est la pire affaire. Je contrôle pas. Si on perd 1-0, puis j'ai eu 102 shots, mission accomplie. Fait que moi, je l'approchais comme ça, un peu comme. Écoute, si j'en donne 5 goals, mais j'ai fait, c'était des buts, je peux rien faire. C'était ma manière de m'enlever la pression qui était là. Fait que t'apprends un peu à apprivoiser la pression pour te l'enlever, puis de la mettre favorable. Tu penses pas au résultat long term. Moi, c'était là. Je regardais le cadran, là. J'avais une superstition. OK, dans 5 minutes, je le regarde encore. Puis là, je me disais, 5 minutes à passer, pas de goal. 5 minutes. Je pensais pas à dans 60 minutes, je vais gagner. Je comprends, mais là, moi, j'étais avec 2 athlètes. Là. Je veux dire, concrètement, par exemple, tu sais, puis là, moi, je suis pas un athlète. Vous autres, les joueurs de hockey, on connaît un petit peu plus la routine. Vous faites votre genre de votre nap d'après-midi. Des fois, il y a une pratique le matin. Après ça, il y a un petit dodo d'après-midi. Je sais pas si vous dormez très bien. Et donc, des fois, c'était les meilleurs naps, ça, l'après-midi. Là. Hey, tu rentres au Ritz. Moi, ma job, c'est d'être sûr qu'il fait noir avec mon roommate. C'était de 2 à 4,5 passed out. ben là, passed out. Passed out. Non, tu fais des rêves, tu te réveilles comme si c'est le matin. Là, après, tu reprends ta routine. Ouais, mais mettons, là, Game 7, là, ouais. tu dois pas dormir fort. Ben, tu changes pas ta préparation qui t'a amené là, dans le fond. Comme c'est Game 7. Ouais, mais c'est ton corps. OK. Je le sais. Ben, je reviens ça vers Georges. Georges, t'as un combat. Ouais. C'est la journée d'un combat. Ça se passe comment? Ton énergie, comment t'as gères? Tu t'entraînes-tu le matin? C'est différent. Parce que t'as trop de gaz? C'est différent pour chaque personne. Moi, j'avais beaucoup de problèmes avec le stress, la peur, et en même temps, c'est ce qui me rendait plus fort. Parce que, si je recule même dans le temps, au début de ma carrière, quand je voulais devenir champion du UFC, je m'apercevais vite que le stress me mangeait beaucoup. Et puis, ça n'avait pas de bon sens. Je me disais au début que si je veux faire ça pour vivre pendant des années, il va falloir que j'apprenne à contrôler ça. Et naïvement, je croyais qu'avec le temps et l'expérience, que la peur et le stress étaient pour diminuer. Ouais. Mais c'est le contraire pour moi qui s'est passé parce que chaque combat, quand tu as du succès, chaque combat est plus gros que le dernier. Et ce qui arrive, c'est que tu as plus de stress, plus à perdre, tu as plus de monde qui te regarde. Quand tu montes la montagne, si tu as des boules, tu as des boules de plus haut. Là. Donc, même quand j'étais jeune, j'ai décidé de faire appel à des psychologues sportifs parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens, je peux pas vivre comme ça. Parce que quand je regardais à côté de moi, tous mes partenaires d'entraînement puis mes adversaires, eux, ils me donnaient pas l'impression qu'ils avaient le même problème. Ils avaient hâte de se battre. Ils disaient, hey, I can't wait, I'm excited, I can't wait, Saturday night, je vais lui casser la gueule, tu vois. Et moi, j'avais peur. Et je me souviens, quand j'ai fait appel à des psychologues sportifs, ils me disaient toutes la même chose. Ils me disaient, Georges, ils me disaient en anglais, ils me disaient, stop saying you're excited, you're not excited, stop saying you're afraid, you're excited, tu vois. Et moi, dans ma tête, je pensais que c'était une erreur peut-être à cause de mon anglais, t'es pas bon. Excited, I'm excited for other reason, but I'm not excited to not knowing if... Ouais, si je vais me faire tuer samedi ou si je vais gagner, tu vois. Si je vais me faire humilier ou avoir la gloire.
Puis j'ai réalisé qu'il n'y a pas de courage sans peur. J'ai fait la paix avec moi-même. J'ai appris que la peur m'aide à être mieux préparé. La peur m'aide à avoir des meilleurs temps de réaction, à être plus explosif. Quand j'ai peur, je suis plus réactif à ce qui se passe. Donc, la peur me rend plus fort. Et c'est drôle à dire, un des seuls combats que j'ai bien dormi une des seules nuits que j'ai bien dormi avant le combat, c'est ma défaite contre Matt Serra. Parce que j'étais trop confortable. Je suis à mon meilleur quand je suis dans l'inconfort, quand j'ai peur, quand que je suis tourmenté par des scénarios qui me hantent la tête, qui me font voir le pire scénario possible, parce que ça m'aide à me préparer. La préparation n'est pas seulement physique, surtout pour un combat. La préparation est mentale aussi. Mais ta journée d'un combat, ça doit être... La journée d'un combat, normalement, je me réveille toujours avec une nuit de merde. Je me réveille le matin et je suis comme « shit, j'ai mal dormi ». Puis ça me tente vraiment pas, mais je me mets un masque. On appelle ça James Lange Theory. La théorie de James Lange, c'est un psychologue, quelqu'un qui, pas un psychologue, mais quelqu'un qui était un philosophe et un peu un psychologue de son époque dans le Moyen-Âge. Et lui, il disait que sa philosophie, c'était ton esprit peut diriger ton corps. Si j'ai soif, ma tête va dire, je vais prendre de l'eau puis je vais la boire. Par contre, mes actions peuvent contrôler mon esprit aussi. Et ça, c'est vrai. Donc, j'utilise ça, moi, avant la journée d'un combat. La journée d'un combat, même si j'ai peur, je suis effrayé, extrêmement stressé, quand je me lève, je tape dans les mains, je dis hey, ça va être une belle journée. J'ai hâte à ce soir. Et même quand je rencontre mes partenaires d'entraînement, mes coachs au petit déjeuner, ils savent tous que j'ai eu une nuit de merde, puis que j'ai peur, puis que je me demande hey, qu'est-ce que je fais là. Mais je joue le jeu et eux jouent le jeu aussi avec moi. C'est comme une pièce de théâtre qu'on joue. On est tous des acteurs, puis on fait semblant que tout va bien, puis que c'est impossible qu'on échoue, puis qu'on est parti pour la gloire. Fake it till you make it. Exactement, on dit ça en anglais. Fake it until you make it. Et plus on se rapproche de l'événement puis le combat de la soirée, plus c'est stressant. Et plus c'est inconfortable. T'es tout seul si ça fuck tes autres. Et même ma sieste que je prends en milieu de journée, avant mon combat, jamais j'arrive à dormir parce que je suis hanté par des scénarios que si mon adversaire me drop, qu'est-ce que je vais faire? Mais ce qui est important, c'est visuellement, et c'est normal d'être hanté par des scénarios, c'est ce qui nous aide à nous préparer pour le pire. Parce que si quelque chose vraiment se passe dans le combat que je me suis pas préparé à la situation, ben je vais me faire prendre par surprise. Donc, le fait que j'ai peur et que je suis stressé m'aide à mieux me préparer aussi au point de vue mental. Donc, c'est comme si je suis en train de programmer mes réactions qui vont être automatiques durant le combat. Tous les scénarios envisageables sont passés dans ma tête. Les plus pires aux meilleurs. Et ce qui est important quand tu fais de la visualisation, ça, c'est un petit peu ésotérique, les gens vont se tourner les yeux par en arrière comme ça, mais moi, ça m'a servi. Jamais finir une situation, une visualisation d'une façon négative. Si quelque chose se passe dans ta tête et ça tourne mal, il faut que tu te forces mentalement à savoir comment tu vas changer la situation pour qu'elle devienne, qu'elle tourne à ton avantage. Et un coup que tu as fait ça, là, tu peux continuer ta journée. Et ça, c'est normal parce que tu veux te bâtir un mindset de champion. Et tu veux être invaincu ici. Parce que si tu te laisses hanter par des scénarios qui finissent mal et tu ne règles pas ça dans ta tête, ça va te faire des cicatrices. Et là, ça va tenter, ça peut te faire peur et ça peut avoir un résultat sur ta performance. Okay, et moi, je suis un gros croyant sur la visualisation et la préparation. C'est-tu des psychologues qui t'ont beaucoup aidé là-dedans? C'est pas les psychologues, c'est beaucoup de choses que j'ai lues moi-même. Okay. Il y a des psychologues qui m'ont donné des outils pour ça, mais la plupart des choses, j'ai lues moi-même. Et la plupart des gens vont dire « Ah, c'est des trucs un peu ésotériques, mais moi, j'y crois. » C'est comme si tu apprenais à te faire de l'hypnose, mais à toi-même, mais d'une façon positive. OK, mais moi, j'ai une question pour toi, parce que, tu sais, nous autres, on joue au hockey 5-6 ans. Quand tu dis nous autres... OK, je parlais de moi et les joueurs de hockey, puis toi, t'es un fan, c'est correct. Okay. Tu sais, tu commences... Il joue au hockey aussi, peut-être. Tu joues au hockey, puis là, tu continues, puis tu te développes, puis là, après, quand t'es rendu dans la NHL, c'est un peu une continuité de ce que t'as fait. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que t'as dit, comparativement à beaucoup d'autres, t'es pas un gars qui aime se battre. Comme la partie de se battre, si je me trompe, c'est pas quelque chose que t'aimes.
je peux vivre avec ça. Des fois, je l'ai dit, je suis pas le plus grand fan de hockey. Puis moi, dans mon cas, je l'ai souvent dit, Louis, j'ai réalisé très jeune, à 9 ans, j'ai dit, OK, je domine, je suis meilleur que les autres. Si je me force là-dessus, c'est mon véhicule qui va me faire me rendre peut-être un des meilleurs dans le monde, faire de l'argent, être populaire. Puis je me suis réalisé que c'était ma sécurité, puis c'était mon Ta liberté. véhicule qui me rendre là. C'était pas que j'étais un vrai passionné. La preuve, j'ai mis les pattes 2 fois depuis que je suis à la retraite. Je m'ennuie pas de tout ça. Je m'ennuyais. Moi, c'était le désir de faire de quoi que personne n'est capable de faire, puis de dominer. Si t'aimes pas tant que ça de battre, t'as pas commencé à 7-8 ans ou à 9 ans, à un moment donné, c'est comment que tu t'es rendu où tu es là si ça n'a pas été comme une passion? Tu l'as découvert quand que tu pouvais être dominant puis tu pouvais être le GOAT que tu es aujourd'hui? Vous allez être peut-être surpris d'apprendre ça, mais oui, j'ai jamais aimé me battre. C'est une relation de haine et d'amour que j'ai avec mon sport. J'aime pas la journée du combat parce que c'est stressant, c'est insupportable. Par contre, j'aime aller au gym et m'entraîner, apprendre des choses, apprendre à comment utiliser mon corps comme une arme. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a aidé quand j'étais jeune parce que à la base, j'ai commencé les arts martiaux parce que j'étais victime d'intimidation à l'école. Et en apprenant à comment me défendre, ça m'a amené ma confiance et ça l'a amené le succès que j'avais. Par contre, quand j'ai commencé au début, oui, j'étais très athlétique, je jouais à tous les sports. Je jouais au hockey, au basketball, je faisais de la course et tout. J'étais bon dans tous les sports, mais j'étais pas bon au point de dire que lui, c'est un phénomène, il va être le meilleur. Ça m'a pris beaucoup de travail. Et quand que je me suis détaché des autres, c'est vraiment à la puberté, à la fin de la puberté. Puis on voit ça souvent au hockey ou en athlétisme ou dans tous les sports. Puis ça, c'est ceux qui nous regardent, qui ont des enfants, ils vont pouvoir s'en rendre compte. Souvent, les jeunes, il y en a qui grandissent avant d'autres. Donc, quand tu les mets dans un sport comme au hockey, au karaté, au basketball, ou peu importe, ceux qui ont leur puberté avant les autres, c'est sûr qu'ils vont avoir un avantage. Donc, ils vont progresser avant les autres. Et souvent, ça va décourager certaines personnes. Ils vont dire « Ah, je suis pas bon » ou « Ah, lui est meilleur que moi, puis je suis tout le temps en arrière. » Puis moi, j'ai eu ma puberté très tard dans mon adolescence. C'est arrivé à la fin de mon adolescence, vers les 16 ans. 16 ans. Ouais. Donc, il y en avait avec qui je m'entraînais, que je jouais au hockey ou que je faisais du karaté parce que j'ai commencé, je me suis pas spécialisé au karaté quand j'étais jeune. J'ai fait plein de sports, puis j'ai commencé à me spécialiser, je te dirais, vers 16 ans, aux arts martiaux, parce que c'était ça que je voulais faire. Donc, dans les sports, j'étais bon, mais j'étais pas le meilleur. J'étais un des meilleurs, mais j'étais pas le meilleur. Il y en avait qui étaient meilleurs que moi. Par contre, c'est quand que j'ai commencé ma puberté, que là, avec les hormones, ton corps change. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et aussi le fait que j'ai comme découvert ma voix, puis j'ai mis plus de cœur au travail. C'est là que je me suis séparé des autres. C'est là qu'à 16 ans que je me suis dit, le monde m'a regardé, ils m'ont dit 15-16 ans, le monde ils ont dit wow, ce gars-là il est spécial, il y a un truc Mais spécial. quand tu as 15-16 ans, le UFC, le MMA, c'était pas aujourd'hui. Il n'y Là. avait pas de Non. weight class au début. On ne savait pas, quand j'étais adolescent à cette époque-là, à 16 ans, quand je voulais devenir champion. Tu es champion de quoi, mettons? Champion du UFC. Il y avait l'UFC, j'avais vu Royce Gracie, qui était le premier champion du UFC, gagner le tournoi. OK. Il n'y avait pas de catégorie de poids, presque pas de règlement. Tu avais le droit de faire tout à part mordre, mettre les doigts dans les yeux. Tu avais le droit de tout faire. Et moi, je voulais être champion parce que je le faisais pour la bonne raison. C'était pas parce que je voulais être une star ou gagner de l'argent. Je voulais être... avec l'esprit martial, je voulais être le combattant le plus fort. Je voulais gagner ça. C'était ça mon but. Après, à l'époque, on ne savait pas qu'on pouvait en vivre. Hein? Il n'y avait pas d'argent à faire. C'est avec le temps que le sport est devenu plus populaire. Moi, j'ai continué à m'entraîner. Puis il y en a qui Puis ça a j'ai pris du toujours temps à vous su, dire. mais j'ai toujours su dans ma tête que ce sport-là, qu'on redécouvre, soit dit en passant, parce que ça existait aux premiers Olympiques grecs de la Grèce antique. Ça s'appelait le pancrace. C'était le sport le plus populaire de l'époque. Et les athlètes de l'époque étaient les plus populaires. Le pancrace. C'est un sport maintenant que, oui, les règles ont un peu changé parce qu'à l'époque, il y a 2000 ans, c'était différent. Mais on l'a comme redécouvert. Et je savais que c'était pour être un sport très populaire, puis c'était pour grandir en popularité, puis c'était pour être mainstream un jour. Donc, j'avais la foi.
Mais je le faisais pas pour l'argent, je le faisais parce que je voulais vraiment être le meilleur. Et en continuant de m'entraîner, en commençant ma carrière, le sport est devenu plus populaire, puis éventuellement, j'ai pu acquérir ma liberté. On parlait de liberté. On n'est jamais libre à 100%, mais maintenant, si je veux partir, je donne un exemple, aux Bahamas demain, il n'y a rien qui m'en empêche, je peux le faire. Ouais. C'est ça quand je parle de liberté. C'est une chose que je ne pouvais pas faire quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'étais fauché, il fallait que je travaille pour gagner ma vie. J'étais aux études. J'avais la vie beaucoup plus difficile. Et maintenant, je récolte ce que j'ai semé, donc j'ai la liberté. Puis c'est la vraie raison pour laquelle je l'ai faite, c'est pour ça. C'est pas parce que j'aime me battre. Mais à 15-16 ans, est-ce que tu avais identifié que tu voulais être un combattant ou tu voulais être un électricien ou ébéniste? Au tout début, quand j'étais à l'âge de 12 ans, je voulais être un lutteur de la WWF parce que j'aimais Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Jake the Snake. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais pas le gabarit pour pouvoir le devenir. Il a fallu que je prenne des stéroïdes, puis c'est quelque chose que je voulais pas faire parce que ma santé, c'est la chose la plus importante. Et après, quand pas le trash talk, c'était peut-être pas. Ouais, mais en passant, on m'a dit pour être lutteur professionnel, la chose la plus importante, qui est encore plus importante que tes attributs athlétiques, physiques, c'est d'être bon au micro. Ouais, c'est ça. C'est encore plus important. C'est ce qu'on m'a dit, c'est le manager de Logan Paul qui m'a dit quand j'étais allé à son mariage en Italie. Il m'a dit ça, puis j'étais étonné parce que ça fait du sens. Il dit 85% du 85%, c'est du talent au micro. Ce qui fait de toi que tu vas devenir une star, pas c'est exactement. Le charisme au micro, comment tu es capable de... Et moi, le micro, c'est pas la meilleure chose. Oui, je suis capable d'être gentil, mais tu sais... Moi, c'était vraiment la performance. Puis quand j'ai vu le premier UFC, puis déjà que je faisais des arts martiaux, ça m'a comme réaligné ma carrière. Je me suis dit, non, ça, c'est ça que je veux faire. Puis tu dirais maintenant, tu parles au début, le UFC, maintenant, on s'entend, là, c'est rendu, c'est mainstream. Est-ce que le UFC est rendu où est-ce que tu penses qu'il y a encore place d'amélioration? Je m'explique. Les contrats, le contrôle excessif de Dana White, là, même les tests de stéroïdes, d'ailleurs... il a fait... tu as été très rigoureux pour le fait que tout le monde soit testé pour d'être naturel, mais présentement, je pense, si tu regardes avec les autres sports, OK, tu as les McGregor, tu vas me dire qu'ils ont du fuck you money, mais on s'entend pour dire, je parle, le gap, il est encore énorme par rapport aux joueurs de hockey, ton gars de 4e trio. Notre sport est encore comme le hockey dans le temps de Maurice Richard ou Guy Lafleur. Donc, j'avais pas cette impression-là. Non, les grands champions ont assez d'argent pour pouvoir en vivre. Par contre... Mais on parle de quoi? On parle de 5-6 gars? Non, il y a plus que ça, peut-être. Je te dirais comme... il y en a peut-être une vingtaine, 25, 30 à peu près. Mais par carte, mais que je peux... L'affaire qui est alarmant, puis excuse-moi de vous interrompre, ce qui est vraiment alarmant, oui, ils peuvent avoir assez d'argent pour en vivre. Peut-être qu'il y en a 30, peut-être 30 ou 40 dans le temps, depuis que le UFC a commencé. Des champions, tu sais, qui ont resté assez champions, qui ont acquis une certaine notoriété. Mais dans ces 40-là, il y en a comment qui vont faire faillite. Exactement. Parce que si tu regardes les statistiques de la NFL, je pense que c'est 78% des joueurs de la NFL, ils font faillite. Au hockey, c'est beaucoup plus bas. Basketball, il est haut pareil aussi. Pas 78, mais il est comme 50%. J'ai regardé ça l'autre fois, c'est fou. Ouais. Donc, l'affaire... la raison pour laquelle les athlètes font faillite, puis que les gens n'en parlent pas, souvent, c'est pas d'une façon malicieuse. C'est pas les gens qui sont malicieux, oui, même si c'est un monde de requins. C'est la famille, puis le cercle fermé de l'athlète. C'est que la famille, eux, ils sont pas qualifiés, mais ils ont une idée, on va ouvrir un restaurant ou on va ouvrir un gym, là, pas de l'argent, puis là, c'est de bonne foi, mais ils font toute faillite. Parce qu'ils savent pas comment placer leur argent. Ils n'ont pas été éduqués comment investir. Donc, c'est important quand tu bâtis ton équipe de penser à ton après-carrière. Des gens qui, tu sais, c'est comme, t'en as du cash, t'en as de l'argent, aide-moi. T'en as, mais le flot d'argent, il ne sera pas le même. Toujours. La carrière d'un athlète, tout dépendamment quel sport tu joues, en NFL, c'est peut-être 3 ans. C'est pas long. Mais mettons, tu dis un champion, mettons 10 ans. Mettons 10 ans, c'est à peu près une marge qui
qui est pas vrai pour toutes les athlètes, mais c'est je suis un champion. Ouais. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mettons tu sais, il y en a qui ont plus. Moi, j'ai eu plus. J'ai eu comme 15 ans, tu sais. 15 ans de carrière, j'ai été vraiment champion. Même plus que 15 ans. J'ai pris ma retraite à 37, j'ai commencé à 19. Donc, j'ai été vraiment chanceux. Mais normalement, on met 10 ans. Tu as 10 ans pour faire de l'argent. Tu as un flot d'argent qui rentre pendant 10 ans. Ce flot-là ne sera pas le même après ta carrière. Donc, il faut que tu prennes ça en considération. Mais le monde, ils ne pensent pas comme ça parce qu'ils sont entourés d'un entourage qui profite de eux. Puis souvent, après leur carrière, ben, cet entourage-là disparaisse. Et puis après, ce qui se passe, ben, c'est la famille, puis les proches. Puis là, eux, souvent, ils sont pas tous qualifiés pour donner les meilleurs conseils du monde. Fait qu'ils disent, on va ouvrir ça, on va ouvrir ça, t'as de l'argent. Puis là, c'est là, crac. C'est là que le monde se plante. OK, tu vois ça, t'as vu ça souvent. Souvent. Puis souvent, c'est quand tu joues, quand tu es dans ton prime 25, 26, 27, dans ta tête, tu penses, je vais jouer jusqu'à 40 ans, puis je vais être payé. Tu sais, dans l'UFC, la boxe, 32, 33, souvent, c'est fini. À 32, 33, tu as un méchant bout pour te rendre pour 80, 85, et ça rentre plus. Ne divorce pas. Ouais, c'est des bons amis qui m'ont dit ça. Ils me disent, je pensais que mon mariage coûtait beaucoup d'argent jusqu'à temps que je me divorce. Non, mais c'est notre affaire parce que là, tu arrives à un divorce, tu splits. Mais je pense que ce qui est important pour les jeunes athlètes, s'il y en a qui regardent, c'est de se prendre un conseiller financier, pas à la fin de ta carrière. C'est au début de ta carrière. Mm-hmm. Quand tu signes là, pour la LNH ou tu signes avant même que tu signes un contrat, côté fiscal, il faut que tu prennes un conseiller financier. C'est super important. Quelqu'un de confiance qui va te suivre tout le long de ta carrière et qui va t'aider à prévenir pour le futur. T'as-tu appris ça tôt ou c'est plus sur le tard que maintenant t'as fait des moves un petit peu discutables t'as appris sur le tas? J'ai été extrêmement chanceux parce que j'ai fait des mauvais choix dans ma carrière, mais heureusement pour moi, je les ai faits en début de carrière. J'avais de l'argent, mais je me suis fait arnaquer. J'ai appris. C'est toujours mieux d'apprendre des erreurs des autres, mais j'ai appris de mes erreurs. Ouais. Mais j'ai eu du bon monde dans ma carrière. J'ai des agents qui étaient, avant même d'être mes agents, qui étaient mes amis, qui ont décidé de partir en business avec moi pour devenir mes agents. Il y avait des bons jobs. Il y en a un qui c'était un gérant de portefeuille. Il travaillait pour la caisse de dépôt. Il y en a un autre qui travaillait pour Pricewaterhouse puis KPMG. Okay. Ils ont pris un gros risque de sauter à bord du JSP Wagon. Parce que la carrière d'un athlète, tu sais jamais. Là. C'est là, on regarde en arrière. Oui, ça a bien été, mais à l'époque, on savait pas. Là, une défaite, puis tout crash. Puis... Une grosse blessure. Oui, une blessure, exactement. Donc, ils ont pris un gros risque. Puis j'en suis très, très reconnaissant qu'ils ont fait ce choix-là parce que ça a changé ma vie et ils m'ont aidé à prendre des bonnes décisions. Mais je pense que tous les jeunes athlètes qui commencent, il faut qu'ils apprennent à s'entourer, surtout d'un bon conseiller financier, de quelqu'un à qui ils peuvent faire confiance. Puis un coup qu'ils ont plus d'argent, là, tu peux inviter la personne à sauter à bord puis travailler. Mais l'UFC au hockey, excuse Louis, tu sais, au hockey, on s'entend, nous autres, là, 14-15 ans, les top agents, c'est dans les arénas, ils veulent te signer à 14-15 ans. L'UFC, dans ton temps, c'était pas ça, on s'entend, là, tu savais même pas, tu pouvais en vivre. Maintenant, c'est énorme. Est-ce que tu as des agents qui vont dans un gym, UFC, pour dire, lui, il a 14-15 ans, puis ils veulent te signer? Parce que, tu sais, souvent, le gars, il a, comme ta gang ont pris un risque, mais tu étais quand même rendu dans le George GSP Wagon, même si tu connaissais avant. Mais ils ne se tiennent pas dans les gyms pour aller chercher signer des jeunes, je sais pas où, comme t'apparais quand tu avais 14-15 ans, que tu dis, OK, lui, je veux le signer, non? C'est pas pareil. Au hockey, vous avez une union, vous avez une organisation qui prenne soin des joueurs. Vous avez un protocole à suivre. Tout le monde passe par le protocole. Vous avez un programme sport-études et tout. Nous, on n'a pas ça. C'est un sport un peu... L'art martiaux mix, c'est un sport, je vais le dire, c'est un sport de pauvre. Hein? Au début, il faut que tu trimes fort, puis c'est quand tu commences à te démarquer un peu que là, il y en a qui vont venir te voir. Tu sais, c'est un peu... C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Il n'y a pas un repêchage, là, puis il n'y a pas... Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Souvent, il y a des gens qui vont vouloir être ton agent, mais ils ne sont pas qualifiés pour l'être. Donc, ils commencent au début, c'est bon d'avoir un agent local. Mais après ça, quand tu signes à l'UFC, il faut que tu aies quelqu'un qui soit... qui ait l'expertise. Puis souvent, c'est ce qui arrive, c'est que tu as quelqu'un qui te représente, qui n'a pas l'expertise, qui fait des mauvais choix pour toi parce qu'on vient d'un sport où il n'y a pas de guideline, il n'y a pas de protocole à suivre, on n'a pas d'agence, on n'a pas d'union. Et ça, c'est ce qui est dommage pour les combattants. L'UFC, c'est un peu comme
c'est une organisation. Puis côté business, ils ont fait des affaires incroyables. Ils ont parti de rien, puis ils ont grossi. Mais maintenant, c'est rendu comme un gouvernement, une dictature. Donc, c'est l'UFC, les gens ils me disent même plus, hey, tu fais du MMA, ils me disent, hey, tu fais du UFC. C'est comme la vaseline de la gelée de pétrole. Ce qui est bien pour l'UFC, mais pour les combattants qui ils veulent avoir un meilleur contrat, c'est pas bien parce qu'il y a juste une organisation qui est la plus prestigieuse au monde et c'est eux qui ont tout le pouvoir. T'as-tu déjà eu le goût de t'appliquer puis avec d'autres dire, OK, on se part. J'ai déjà eu le goût, j'ai déjà fait. Par contre, le problème, c'est que tout le monde tire la couverture de son côté puis ils le font des fois pour la mauvaise raison. Il y a une mise en demeure qui vient d'être réglée il n'y a pas très longtemps que tous les combattants qui sont battus entre... si je ne veux pas me tromper, mais c'est un 10 ans, une période de 10 ans dans les années 2000. Okay. Vont recevoir quand même un gros montant d'argent, mais c'est un montant d'argent qui aurait pu être encore beaucoup plus gros. Puis ils ont décidé de régler pour ce montant-là. Puis il y en a une autre qui est en cours. Ça, c'est toujours bon. Mais moi, je parle pas pour les champions, ceux qui ont fait de l'argent, je parle pour les petits combattants qui ont eu une carrière, mais qui n'ont pas fait assez d'argent pour pouvoir en vivre pour le reste de leur jour, puis qui sont fait un peu intimidés, puis qui n'ont pas eu la vie facile. On a le quatrième trio qui a été obligé de signer un contrat pour rester dans la ligue, mettre ça à rabais. Puis c'est ça. Il y en a beaucoup de ça. Des séquelles pour aussi. Tu as des séquelles au niveau de ta santé, séquelles cérébrales. Tu risques d'avoir, peut-être, tu ne sais pas, dans quelques années, tu peux développer de la démence, de l'Alzheimer, du Parkinson, des conditions qui sont reliées aux commotions cérébrales. Alors, ça fait peur. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir dealer avec ça, mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie. On entend seulement parler de Conor McGregor, des champions. Moi, mes choses vont très, très bien, mais on n'est pas la majorité. La majorité, c'est les gens qui non, toi, le sport les a fait mettre à la retraite parce qu'ils subissaient trop de défaites. Ils sont fait kicked out. Tu as sûrement fait plus d'argent dans ton branding autour de toi que dans tes combats. J'ai fait beaucoup d'argent dans les combats parce que quand je signais un contrat, à l'époque, on signait pour... ça ne me gêne pas de le dire, on signait pour le combat, puis on signait pour la victoire. Mais quand je suis devenu champion, que j'ai acquéri une certaine notoriété, à l'époque, quand je combattais dans mon prime, j'avais aussi une possibilité de dire aux promoteurs, « Hey, tu veux que je fasse toutes tes entrevues, ta promotion, fais-moi devenir un partenaire dans l'événement. » Tu veux que je fasse ça parce que si tu ne me fais pas devenir un partenaire, je ne vais pas faire tes entrevues et tout ça. Je veux ma part du gâteau. Donc là, je touchais on appelle ça en anglais des pay-per-view buys. Et c'est là que le gros argent rentrait. C'était pas dans mes contrats avec l'UFC, c'est le contrat du pay-per-view buy. C'est plus que tu vendais, tu étais payé à la performance, plus que tu faisais en même temps, c'était un win-win. Exactement. C'était win-win, mais UFC, c'est des durs négociateurs. Fait que c'est quoi là, ta relation? Tu me parles de ça avec justement Dana White. Il était tough, puis tu l'as squeezé. Je veux pas dire un mot squeezé. Il m'a squeezé lui aussi. Il t'a squeezé, oui, mais quand à la fin, tu avais le power de le dire, tu es capable de dire oui et non. Fait que, tu sais, dans le fond, il aimait pas ça. Il aimait pas ça, c'est ça. Ils veulent te contrôler. Mais Dana, c'est un businessman. Hein? Puis je suis confiant de le dire, c'est le meilleur promoteur de sport de combat de tous les temps. Même le meilleur promoteur de sport de tous les temps. Je connais pas personne. Il peut vendre de la glace aux Esquimaux, ce gars-là. Il est incroyable. Si jamais il s'en va, je sais pas qui va pouvoir le remplacer. C'est comme une légende, c'est un personnage. Il a tellement de charisme. Et côté business, c'est sûr que lui, il travaille pour le meilleur de ses intérêts puis le meilleur des intérêts de la compagnie. Mais moi, en tant que combattant, quand je compétitionnais, je me battais pour le meilleur de mes intérêts. Donc souvent, on clashait. Et c'est normal, en business, c'est normal. Mais maintenant que je suis à la retraite, puis qu'on n'a plus à se battre pour le business, on est vraiment des bons amis, on s'appelle, et puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand je le vois, je lui parle, et toi, c'est un ami à moi, puis c'est normal. Mais quand t'es sous contrat avec l'UFC, ce sont pas tes amis, ces gens-là. C'est des business first, friendship après. Comme on dit tout le temps, des fois, on est un numéro hockey, business, performe. Mais là, tu viens de me couper les jambes. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chance que Dana te convainc de revenir toi contre Khabib.
Non, deux. les deux, on est à la retraite. Come on. J'ai 44 ans maintenant, donc... Fais comme dans Rocky 3, quand Apollo puis Sylvester Rocky, ils s'en vont, ils sont juste les deux. C'est un combat que tu aurais aimé avoir dans ton prime et son prime. C'est sûr. Il y a deux combats que j'aurais aimé avoir dans mon prime, que les fans voulaient voir. C'était Anderson Silva, quand on était les deux à l'apogée de notre carrière. Et ça a quand même passé proche avec Silva. Ça a passé proche, mais ça n'a pas vraiment passé proche. Parce que, encore une fois, durant les négociations, c'est arrivé une fois, ils nous ont dit « Hey, si tu veux te battre contre Anderson Silva dans sa catégorie. » Mais moi, à l'époque, j'étais champion de ma catégorie. Alors, je lui dis, notre argument, c'était, si tu veux faire un combat, on voulait un catch-weight. Un catch-weight. On voulait des tests d'antidopage. Et aussi, on voulait se faire rémunérer en conséquence. Mais ils n'ont pas accepté aucune de nos conditions. Je ne sais pas du côté de Silva qu'est-ce qu'il demandait de son côté, ou si même la chose a été abordée, ou si ça s'est rendu là. Mais nous, quand on s'est fait présenter le projet, c'est ce qu'on a dit. Ils ne sont jamais revenus. Donc, ça prend 3 entités pour faire un combat. Ça prend les 2 combattants et ça prend le promoteur aussi. Et nous, dans ce cas-là, c'était le promoteur. Le promoteur n'a pas voulu nous accommoder avec ces 3 demandes-là. Fait que Silva, Khabib, c'est les deux. Comme tu sais, là, tu es assis 44 ans à la retraite. Tu te dis, t'aurais aimé ça, voir, te mesurer à eux autres. Parce que tu sais, c'est tout le temps le fun de se mesurer contre les tops. Fait que dans le prime, c'était Khabib puis Silva, les 2 combats que t'aurais aimé. Ou comme peut-être même tu peux me nommer, tu sais, il y en a d'autres là, qui me viennent pas en tête, mais comme ça, c'est les 2 que... C'est les 2 parce que quand j'étais champion, quand je compétitionnais, je voulais être le meilleur. Puis pour être le meilleur, il faut que tu te battes contre les meilleurs. Mais souvent, dans les sports de combat, ils utilisent beaucoup de ruses pour essayer d'attaquer ton ego. Ils vont dire « Ah, il a peur, il veut pas le faire. » Moi, je dis toujours, oui, j'ai peur. J'ai peur de me battre contre n'importe quel de mes adversaires. Mais si je signe le contrat, puis tu remplis mes demandes, ben, peur ou pas, je vais le faire pareil. Puis pour moi, c'est beaucoup plus épeurant quelqu'un qui dit ça que quelqu'un qui dit « Oh, je vais te casser la gueule, puis j'ai pas peur de toi. » Moi, quelqu'un il dit « Tu sais quoi, j'ai vraiment peur, je suis stressé, puis mais peu importe comment je me sens, ça me dit « Je vais faire la marche. » Puis je vais être dans l'octogone, puis tu vas avoir en face de toi la meilleure version de moi-même. Ça, pour moi, ça fait peur. Parce que le gars, il est honnête, il est authentique. Ça fait « Wow! » Ce gars-là, là, moi, il me rend nerveux, tu vois. Tu l'as dit tantôt, vos carrières, c'est pas long, tu sais, sur une vie. Là, le prime, il est pas très long. Ça ressemble à quoi ta vie aujourd'hui? Mais ma vie, je suis plus un entrepreneur. J'ai une business d'équipement de fitness. J'ai des équipements de fitness maison qui ont explosé durant le COVID parce que les gens ne pouvaient pas aller au gym. Donc, je vends ça. C'est des Kinesthetics. Il s'appelle Base Blocks Pro, de Pro Line. Toute la ligne Pro. Moi, je suis en partenariat avec ça. J'ai Warrior, c'est des suppléments alimentaires. On vend du foie et du cœur de bœuf nourri à l'herbe. Souvent, les gens, ils ne mangent pas les organes d'animaux, mais c'est la chose la plus nutritive. Si tu regardes dans la nature, un loup ou un prédateur, quand il tue un animal, il va manger les organes en premier. C'est la chose la plus nutritive. Puis les chasseurs-cueilleurs, même les Amérindiens à l'époque, le savaient. Ils mangeaient ça. Ouais. Et si tu regardes les chasseurs-cueilleurs, les Maasai, ils font la même chose. J'ai aussi une compagnie de gageure en ligne qui s'appelle Bet99. J'ai aussi une vodka qui s'appelle Pur Sang. À chaque année, on sponsor un événement au Grand Prix de Montréal. On va rentrer en Ontario puis on va aller aux États-Unis, c'est la prochaine étape. J'ai des plateformes en ligne, des instructional vidéos, des vidéos dont je montre des techniques d'arts martiaux. J'ai une grosse plateforme qui va être lancée au mois de décembre. C'est une plateforme on apprend aux gens comment s'entraîner. Il y a toujours un côté martial. Donc, les gens peuvent apprendre à comment se mettre en forme et aussi apprendre des mouvements d'arts martiaux en même temps pour pouvoir se défendre. Donc, ça va être intéressant. Intimidé de me faire donner Il y a les films, il y a plein de trucs. Donc... Je te pose la question, Louis me l'a souvent posé. Tu sais, tu me parles, ça a tout rapport avec l'entraînement, les arts martiaux, UFC. Ça t'a jamais tenté de, supposons, à la retraite, il y a un kid de 19, 20 ans, tu vois qu'il l'a, puis c'est comme, tu le coaches, puis tu l'amènes au championnat, un peu comme le père a fait avec Khabib. Dans ton cas, là, même Khabib, il le fait encore avec toute la gang. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mangent de leur pays, s'ils viennent du Kazakhstan. C'est tous des champions, mais ça t'a jamais tenté de coacher, de prendre un gars, puis la passion de l'amener aux gens?
écoute, ça demande énormément de temps. Puis il faut vraiment que tu vives sa vie à lui. Et souvent, quand tu as beaucoup d'attentes envers quelqu'un, tu risques souvent d'être déçu parce que tu te rends compte que la personne ne met pas le même effort que t'espérais. Et ça m'est arrivé quelques fois, puis ça m'a brisé le cœur quelques fois. J'ai aidé beaucoup des amis, j'ai dépensé beaucoup d'argent puis de temps dans des amis. Puis ça m'a... Et toi, t'es tellement l'air discipliné, Georges. Tes standards doivent être élevés. Ah, très élevés. Quand c'est busy, moi, quand je suis en busy, on parle d'un combat, l'art de la guerre. Moi, tu peux pas... C'est ça, tu vois. Il y a une ligne, là, puis faut qu'on soit carré, tu vois. C'est comme ça. T'as pas eu d'enfant, faut qu'on soit square, tu sais. Si t'es pas square, oublie ça. Et souvent, quand tu essaies de prendre quelqu'un en charge, là, tu risques d'être déçu. Quand t'es aussi discipliné, souvent, sors de ton contrôle. C'est comme, je disais, tu coaches, puis là, tu sais, puis tu vois que ton kid fait pas ce que tu veux, autant comme quand on parle de coach des gardiens. Tu veux le faire, mais je peux pas y aller. Moi, c'est un peu ça que j'aime pas, l'impuissance. Pas l'extra en entraînement. L'impuissance, puis là... Mais non, ça demande énormément de temps, puis il y a beaucoup de discipline aussi. Souvent, il y a tout le temps un manager qui... Puis moi, ça me tente pas. Moi, si quelqu'un vient me voir, il me demande de l'aide au gym, j'aide souvent les gens. Mais tu sais, de manager quelqu'un, tout ça, puis j'ai pas le temps de faire ça. On te l'a demandé souvent. On m'a demandé de l'aide, mais souvent, ceux qui me demandent de l'aide, je vais te dire la vérité, c'est des gars qui sont à 35 ans, qui sont à 3 défaites de suite, puis « Hey, qu'est-ce que je pourrais faire? » Si je leur dirais la vérité, je dirais, par exemple, « Hey, Mike, écoute, t'as 3 défaites de suite, t'as 35 ans, je pense qu'il est temps que tu tournes la page puis que tu trouves un vrai travail. » Ça serait ça. Mais si je lui dis la vérité, il va se retourner contre moi, il va dire « Ah, Saint-Pierre, c'est un arrogant, c'est un ci. » Fait que je veux pas y blesser le monde. Par contre, si c'est mes vrais amis, je leur dis la vérité. Et souvent, mes vrais amis, j'ai essayé de les aider, mais à cause qu'ils mettaient pas peut-être le même effort que moi, la même intensité, le même dévouement, j'ai été blessé. Ça m'est arrivé plusieurs fois que je me suis rendu compte, j'ai dit, tu sais quoi, ça vaut peut-être pas la peine que je le fasse. Tu donnes-tu des conférences? Je fais souvent des conférences. C'est une des choses que je fais aussi. Là, j'ai fait pour des joueurs d'équipe professionnelle. Là. Je suis allé, la dernière fois, j'étais avec les Raptors de Toronto. Okay. J'ai fait avec les Spurs de San Antonio. J'ai fait avec des équipes de baseball aussi. Parce que pour moi, c'est très inspirant quand même d'entendre parler du focus, je peux dire. Là, de la préparation. La discipline. Parce que ça touche fondamentalement tous les domaines. Peu importe ce que... Oui, tu peux te servir de ça pour ton travail à toi. Tu peux te servir de ça pour... Peu importe si c'est quelqu'un qui fait, par exemple, t'es en business, tu t'en vas en négociation, peu importe, c'est les mêmes principes. Les principes de l'art de la guerre, c'est le même principe que tu t'en vas pour te battre, que tu t'en vas pour négocier un deal, c'est la même chose. C'est comme je te disais, même je pilote mon avion, je suis pilote d'avion, puis je le répète souvent, mais la préparation, c'est que tu le fais, tu te prépares, la discipline, ça peut t'amener... Tu l'appliques n'importe où, puis c'est comme un peu la loi de la règle. Dans ton travail, n'importe quoi, on travaille, on met les choses de notre côté. Plus que tu travailles, plus que l'autre qui fait 1 heure. Si tu en fais 1h15, ben, il y a des chances que tu sois meilleur que l'autre. Tu fais du stand-up. C'est quoi la seule façon de devenir bon? Tu le fais. Tu le fais souvent. Tu retravailles tes textes. Ouais. Si tu te fais une version puis tu t'en vas à faire, tu sais, mon garçon veut commencer. Fait que c'est tough. Ouais, c'est tough. Il faut que ça soit tough. C'est facile, tout le monde le fait. Ouais. Je pense pour les jeunes, ce qui est important pour bâtir leur confiance, c'est pas de leur mettre quelque chose qui est trop dur tout de suite au début parce qu'ils vont perdre la confiance. Ouais. C'est graduellement leur faire passer des étapes. Ah, ils passent celle-là, là, je vais y en donner une plus dure. Plus dure, encore plus dure. C'est sûr que si tu lui donnes quelque chose d'insurmontable au début, tu vas le casser en partant. Tu vois? Ouais. Puis c'est un peu la même affaire dans le sport. J'ai mon neveu à moi qui... Il joue au hockey, il a fait le camp pour les juniors majeurs. Mais il a 16 ans, c'est un gardien de but aussi. Et ils ont dit, c'est mieux qu'on te retourne encore midget pour que tu puisses passer plus de temps à perfectionner ton art. Tu sais, il aurait pu le prendre, mais il serait peut-être gardien suppléant. Il n'aurait pas pu jouer autant. Donc, ça n'aurait pas été bon pour lui. Donc, pour sa confiance, ils l'ont renvoyé. Puis ça, je trouve que c'est normal. Tu vois, tu veux pas faire un trop gros jump. Tu veux pas accepter en tant que gardien, là, puis s'il écoute ton neveu, je peux dire,
tu veux pas accepter d'être dans nécessairement le meilleur calibre si t'es pas pour être dominant. Parce que là, tu veux pas accepter d'être un numéro 2. Parce que ça, c'est ton approche mentale. J'aime mieux, moi, comme Fowler qui est à Laval, ou bien moi, quand je suis allé dans la Ligue américaine, moi, je veux pas accepter que je goal 20 games dans l'année parce que, numéro 2, c'est un mindset avec numéro 1. Fait que tu veux être numéro 1, que ce soit dans la Ligue américaine, comme ça. Quand tu es dans la Ligue nationale, tu as le mindset que t'es un numéro 1. Puis c'est vraiment la différence entre un bon numéro 1 ou un numéro 1 A, un B, c'est vraiment juste, tu l'acceptes-tu d'être sur le banc ou tu l'acceptes pas? Tu veux-tu gauler chaque crise de game ou ça te dérange pas que l'autre y en goal? Puis c'est un peu la mentalité. Fait que c'est bon pour lui. Il retourne, il joue, prend sa confiance, domine. Puis là, il va dominer là, après dans le junior. Puis Mais comment t'appliques ça? Je fais un parallèle avec ta carrière, je vais dire ta carrière d'acteur, parce que t'as quand même fait plusieurs projets dans les dernières années. Puis ça, c'est... Oui, il y a des gens de la lutte, puis qui ont fait de l'acting, puis... Je veux dire, je pense que l'acteur le mieux payé présentement à Hollywood, c'est The Rock. Oh ouais, ils font de l'argent, c'est incroyable. Mais c'est un peu la même chose, hein, le acting puis les combats. Ça prend beaucoup de préparation. Moi, j'ai suivi des cours d'acting aussi. Au cas d'un acteur, là, écoute les conseils. Mais là, je travaille. J'ai de finir de tourner sur un gros projet qui s'appelle Kill the Bear. Ça va sortir au mois de mai. On ne sait pas sur quelle plateforme, si ça va être Netflix, Crave ou Prime ou Disney. Ouais. C'est une comédie, c'est 6 épisodes. OK, une comédie. Oui, ça a été écrit par Jared Seko. C'est le gars de Letterkenny. Ouais. Il y a les gars il y a des acteurs de Trailer Park Boys, Jonathan Torrance. Il y a Edward Norton dedans, Brad Pitt, Chad Kroeger, le chanteur de Nickelback. Donc, on est... Tu joues-tu toi? Non, en fait, ce qui est bon pour moi, c'est que c'est quelque chose de complètement différent. C'est une famille de dresseurs d'ours. Et on est des Canadiens français, des Québécois redneck qui vivent dans le bois, mais qu'on dresse des ours. Puis là, on a on fait affaire avec des compagnies hollywoodiennes qui veulent se servir de nous pour mettre les ours dans le film. Puis là, ça se moque de l'extrême gauche, extrême droite, les LGBT, les féministes, tout le monde se fait niaiser là-dedans. C'est comme tous les extrêmes du spectrum, de gauche, droite, en bas, en haut, tout le monde se fait niaiser, tout le monde. Donc, c'est un film un peu politique, mais qui se fout de la gueule de tout le monde, en fait. C'est un film? Une série. Une série. C'est une série qui va être sur, de 6 épisodes, en fait. Mais comment tu as abordé ça? C'est quoi le premier rôle que tu as eu? C'est-tu Captain America? On rit aussi des Québécois, puis c'est drôle, tu sais. Mais y a-tu beaucoup de Québécois ou il y a des Anglos qui jouent des Québécois? Non, il y a le fils à Patrick Roy, qui est Frédéric, qui est là dedans aussi. Qui était un chum de la gang de Letterkenny. Oui, exactement. Donc, il était là, il était super sympathique. C'est drôle parce que je lui disais que son père, moi, c'était un de mes idoles, tu vois. Ouais. Et mon père, à moi, lui, c'était un fan dans le temps des Nordiques de Québec. Okay. Mon père détestait Patrick Roy. Quand Patrick Roy était tellement bon, mon père était enragé. Il disait tout le temps, il est plein de merde, il paye tout le temps ses estiques de poteau. Puis ironiquement, c'était un gars de Québec. Puis là, quand il jouait, par exemple, de son côté, là, il l'aimait. Oui, c'est ça. Puis il est bon, Frédéric aussi. Mais c'est une passion comme l'acting? C'est quelque chose que tu aimes vraiment ou tu le prends avec stride ou c'est vraiment une passion? Non, c'est vraiment le fun. Puis là, ce projet-là que je viens de faire, ça va sûrement m'ouvrir les portes pour plusieurs autres choses. Si ça a du succès cette saison-là, comme je pense que ça va avoir, il va y avoir d'autres saisons dans le futur. Et puis, c'est quelque chose qui est bon parce que normalement, quand je fais Captain America ou The Falcon and the Winter Soldier, mon personnage à l'univers Marvel ou tous mes autres rôles que j'ai faits auparavant, c'était tout le temps relié aux arts martiaux. Quelqu'un qui arrive, qui se bat, puis qu'il soit méchant ou gentil. La plupart du temps, je suis le méchant. Mais là, ça n'a aucun rapport. C'est une comédie. Je suis un dresseur d'ours. C'est 3 frères avec une sœur. Puis les 3 frères sont différents. Moi, je suis celui qui est stiff, qui fait pas confiance à personne. Il y en a un autre qui est paresseux. Il est tout le temps comme nonchalant. Il y en a un autre qui dit n'importe quoi. Il dit des niaiseries. Puis la sœur, elle est intelligente. Parce que, fait que ça me fait jouer, puis ça me fait voir quelque chose de nouveau, puis j'ai appris beaucoup avec ces gars-là. Mais je suis curieux, comment, le premier rôle que tu as eu, tu dis que tu te fais coacher. Tu te fais coacher au Québec? Tu te fais coacher aux États-Unis? Je fais aussi avec quelqu'un qui me coach, Chip Chipa, qui me coachait. Il y a aussi Bruno Rosato qui est tout le temps avec moi. Donc, il vient avec moi sur les plateaux pour être sûr que je révise chaque scène puis que je sois sharp.
Parce que moi, j'ai besoin de travailler plus fort que les autres acteurs à cause que j'ai pas leur expérience. Donc, c'est important que je ralentisse pas. Pour moi, c'est très important. Je respecte beaucoup le travail des gens, tu vois. Quand je fais quelque chose, je m'implique à 100%, puis je vais être le meilleur. Puis c'est aussi pour mes ceux qui sont mes collaborateurs, mes partenaires. Je veux pas leur manquer de respect. Donc je veux ajouter au groupe. Je veux pas les ralentir parce que je respecte beaucoup le travail des gens. Mais c'est-tu quelque chose qui t'intimide? La première fois, là, il t'appelle pour la première fois, tu fais-tu comme, non, pas pour moi, ça. Ben, premièrement, il y a une hiérarchie à suivre. C'est pas moi qui dis ouais, mais c'est... Premièrement, quand c'est un film, c'est mes agents. Mes agents voient, premièrement, si c'est quelqu'un de sérieux, c'est combien... Mais t'avais-tu exprimé le souhait de faire ça? Parce que tu pourrais dire, la première fois qu'ils font comme, hey, Georges, t'as une offre pour jouer dans un film de Marvel, tu comme, hey, moi, laisse faire, je suis pas un acteur. Non, 100%, mais c'est pas que j'essaie d'être arrogant, c'est des projets, des charités, j'en ai comme à chaque jour des affaires à même. C'est juste que le monde ne peut pas venir... S'ils viennent à moi direct, là, je vais passer ma journée à la plupart, 99%, c'est des niaiseries. C'est quelque chose qui est complètement pas avantageux pour la personne, mais qui est zéro pour moi, qui n'est pas avantageux pour moi. Donc, c'est des pertes d'énergie. Donc, j'ai une équipe qui fait ça pour moi. C'est pas des filtres. Qui filtre. Mais quand un projet a passé le stade du filtre, et puis là, il m'est présenté à moi. Là, c'est mes agents qui disent « Hey, on a un projet pour toi, ça t'intéresse-tu ici, ça. » Quand c'est authentique, puis ça me donne le goût de le faire, je le fais. Quand c'est pas authentique, je le fais pas. Je suis à une place dans ma vie que je suis vraiment chanceux puis privilégié. Je peux choisir les projets auxquels je fais partie. Ce qui n'était pas le cas au début de ma carrière. J'avais pas d'argent, j'étais pauvre, j'étais fauché, il fallait que je prenne presque n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je fais ce que j'ai envie de faire, puis ça paraît. Quand tu fais quelque chose qui est authentique, que tu mets du cœur au travail, ça paraît. C'est pour ça que je vous dis, je respecte beaucoup le travail des gens. Quand quelqu'un fait quelque chose... Moi, par exemple, ici, avec vous, quand José m'a appelé, j'étais content. Je voulais être avec vous autres. Puis je le faisais parce que ça me tente de le faire. Ouais. Puis maintenant, les projets que je fais, c'est pas juste une question d'argent, décide de ça. Question aussi de mon horaire, je peux le faire, me libérer, mais c'est est-ce que ça me tente de le faire? Ouais, c'est un nouveau défi. Je suis vraiment chanceux parce qu'aujourd'hui, j'ai cette liberté-là que j'avais pas avant, que j'ai gagné en me battant. Bien mérité. Tu déjà joué en français? Oui, j'ai déjà joué en français, puis c'est drôle parce que j'ai joué dans une série qui s'appelle La Cage, que je joue mon personnage. Et il fallait que je parle comme un Français de France. Ouais, ça, c'est... Ça, c'était un peu bizarre. Mais la deuxième saison qui va sortir, là, j'ai parlé au producteur qui s'appelle Franck Gastambide, qui va d'ailleurs sortir probablement en automne prochain sur Netflix. Là, je parle comme moi-même. OK. Ouais, c'était une condition. Je regarde, je suis québécois, il faut que je parle comme un Québécois. Puis je pense que les gens vont apprécier mieux ça. C'est que la première saison, ils ne savaient pas si elle était pour être acceptée. Donc, ils savaient que c'était pour une auditoire de France. Ouais. Il fallait parler comme un Français. Mais là, c'est rendu à l'international. Ça a été même traduit en anglais. Je traduis ma propre voix, bien sûr. Donc, là, il n'y a plus de problème. On a cassé la glace. Des fois, c'est d'être authentique, mais d'avoir un accent français. Mais c'était comme, il y avait une ligne que je disais, j'espère que tu es bien arrivé, j'espère que tu es bien préparé pour ton combat. Tu sais, j'espère que tu es prête pour ton fight, tu sais, j'espère que tu es bien préparé pour ton combat. Mais tu sais, Québécois, en tout cas, peut-être il y en a que oui, mais moi, je parle pas de cette façon-là, tu vois. Mais il fallait que je le fasse pour le projet. Il faut que tu trouves ton chemin. Ouais. Exactement. Je comprends, Lou, t'aimes ça parler de film puis d'acting. Moi, je retournais un peu, on a GSP en avant. C'est un acteur à cette heure. Je sais, mais moi, je veux parler... Il va être acteur. J'ai encore beaucoup de chemin à faire pour avoir cet emblème-là. Je veux que tu me parles dans tes combats. Tu as une fiche incroyable, on sait. 2 défaites, 26 victoires. Mais j'étais à ton combat à Montréal contre Matt Serra. D'après moi, ça, pour moi, dans tous tes combats, à cause de la circonstance, pas du comeback, mais il t'avait battu, puis tu viens à Montréal. Fais juste en tant que fan, je te parle en tant que fan, je veux que tu me dises comment tu as aimé que ça soit Montréal, ici, ou c'était juste pression additionnelle, que tu n'avais pas de besoin, ou au contraire, tu l'as pris, puis tu sais, c'était un combat, j'étais là c'était malade. Mais... Mon combat contre Matt Serra, en fait, c'était une revanche. Quand j'étais devenu champion du monde pour la première fois, j'étais très jeune. J'avais battu une légende qui s'appelait Matt Hughes, qui était le meilleur combattant de son époque. Et puis, ça m'était un petit peu monté à la tête. Donc, quand j'ai eu ma première défense de titre, je me battais contre Matt Serra. C'était un combattant qui avait
trimé très, très dur pour pouvoir arriver à un title shot, une opportunité pour le titre. Et c'était pas le combattant le plus flamboyant, celui qui mettait les KO. Donc, il a comme passé en dessous du radar, puis il est arrivé à moi. Et moi, je venais de battre une légende. Et là, je m'en allais me battre contre quelqu'un que même les odds à Vegas me mettaient favori, je pense, à 11 contre 1. Je me suis bien préparé pour ce combat-là, mon premier combat. C'est juste que je sens que, oui, j'avais fait une préparation physique adéquate, mais mentalement, psychologiquement, j'avais pas fait le nécessaire. J'avais pas été hanté par des scénarios du combat, comme je le suis d'habitude. T'étais trop confortable. Trop confortable, exactement. J'étais prêt physiquement, mais mentalement, ma préparation mentale n'avait pas été faite au top. Le combat commence, je me prends un coup en arrière de l'oreille, je me fais ébranler, et puis après ça, je m'en prends plein la bouche, boum, 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 je suis obligé de taper, je perds le combat, la pire humiliation de ma carrière. Donc j'avais une grosse obstacle à remonter. C'était où ce combat-là? C'était au Texas. Et là, je perds le combat. Là, les gens disent tous c'est un feu de paille. Georges Saint-Pierre, il n'est pas aussi bon qu'on pensait qu'il était. Donc, ça allait attaquer beaucoup ma confiance. Donc, j'ai dû travailler beaucoup sur moi-même pour reprendre cette confiance-là. Donc, mon combat revanche pour le titre était à Montréal. Matt Serra était le champion. C'était le premier combat de l'UFC à Montréal. Et je pouvais pas perdre. J'avais tout le monde, tous mes amis, ma famille qui étaient là. La foule, j'ai jamais entendu une foule aussi bruyante de toute ma vie. C'était incroyable. Bref, j'ai gagné le combat par TKO. Je deviens arbitre. L'arbitre arrête le combat et je deviens champion. Et je me souviens dans le journal La Gazette, j'ai encore l'article. Je suis en première page comme ça. Et le sport, on parle d'époque était différente dans ce temps-là. Je suis en première page comme ça, et c'est marqué en anglais les barbares battent le record d'assistance pour la foule au centre. Je ne sais pas si c'était le Centre Bell dans ce temps-là. Là, c'était au Centre Bell. Et cet article-là, je l'ai gardé parce que les journalistes de la Gazette, maintenant, c'est eux qui me courent après pour les entrevues, tu vois. Ah ouais. Donc, c'est juste pour montrer que ça m'a pas fâché. C'est pas comme une insulte, mais c'est juste te dire que les choses ont tellement changé depuis que ça a passé par l'éducation. Les gens, ils pensaient que c'était comme un combat à la fin des bars le soir quand tu te rencontres dans la ruelle. Ben, nous, on est des athlètes professionnels, on fait ça pour C'est-tu ta vivre. plus grande pression en carrière? Ce moment-là, c'est... Chaque combat a une pression énorme. Après ce combat-là, j'ai jamais perdu de ma vie. J'ai été invaincu depuis. Mais Donc, à chaque fois que j'ai eu une défaite, j'ai appris de mes erreurs, puis je suis revenu plus fort, j'ai pris ma revanche, puis après ça, j'ai appris de ne pas se battre contre du monde qui s'appelle Matt, parce que tes deux défaites, c'est Matt Serra. Matt Serra et Matt Hughes. Ouais. Matthews, que tu l'as battu. Les deux La fois, légende, Matthews, il m'a battu parce que mon premier combat, si on recule en arrière, j'ai eu l'opportunité d'avoir un combat de championnat du monde très jeune. J'avais quelque chose comme peut-être 22 ans. Et c'était mon 3e combat à l'UFC seulement. On m'a proposé d'aller pour un combat championnat du monde. J'étais pas prêt. Mentalement, j'étais pas prêt. Je croyais même pas en mes chances. Le petit gars de Saint-Isidore là, qui s'en va se battre contre Matt Hughes, la légende, c'était impossible pour moi. Même quand on a fait le face-off avant le combat, j'étais pas capable de le regarder dans les yeux. Je regardais en haut, si tu regardes le combat. Et ce combat-là, je pense sincèrement que je l'ai perdu, pas parce que physiquement, j'étais moins bon que lui, parce que mentalement, je l'ai mis sur un piédestal. Je croyais pas à mes chances. J'allais là pour ne pas perdre au lieu d'aller là pour gagner. Quand j'ai eu mon combat revanche contre lui, là, j'étais mieux préparé. Je savais que je pouvais le battre parce que j'avais vu le combat. Je savais que j'avais tout ce qu'il fallait. Donc, je suis allé là avec une attitude différente, en confiance. Puis, je l'ai mis KO avec un coup de pied à la tête. C'est là que je suis devenu champion. C'est là, après qu'il y a eu le combat contre Matt Serra, que j'ai perdu. J'ai rebondi après à Montréal, que je l'ai battu à Montréal. Et après ça, je suis invaincu. Si j'avais à Montréal, on s'entend que pour toi, c'est dans tes top 3. Moi, c'était dans mes top 3. Ton dernier combat, comme tu fais un comeback après combien d'années que tu J'étais plus qu'à 4 ans. Ouais. Ton dernier combat, 4 ans qu'il n'est pas là, il revient. Puis comme c'était un de tes... en tout cas, moi, en tant que fan, c'était un grand combat que tu dis, OK, il n'a pas fini, il va continuer. Ça a été fini. Parle-moi de ce dernier combat-là. C'est ton dernier... En fait, ce combat-là, c'était... j'avais pris une pause de 4 ans.
Parce que j'avais des problèmes à l'époque. Je chantais que j'avais trop de pression pendant trop longtemps. J'avais de la misère à respirer. J'avais l'impression de ne pas avoir eu de liberté, de tout le temps être sur le stress, de m'entraîner. Quoi, Puis ton je me battais- corps avait une dose de... ton système nerveux et... Le système nerveux, puis aussi au break. niveau politique, il y avait des raisons. Je me battais avec le UFC pour qu'ils mettent des tests d'antidopage. Et eux, ils voulaient pas parce qu'ils savaient qu'il y avait beaucoup de La perte des joueurs. leurs combattants qui étaient sur des appellent ça en anglais des performance enhancing drugs et que c'était pour leur coûter cher. Donc, je suis parti. Et quand ils ont commencé à implémenter des tests antidopage, là, j'ai dit, c'est intéressant, ça ouvre la porte pour un retour. Et je me suis dit, si je veux revenir, je veux pas refaire la même affaire que j'ai toujours fait. Je vais essayer, pour le legacy, je vais essayer de combattre contre un adversaire qui est plus gros que moi, d'aller combattre le champion, mais de la division plus pesante à laquelle je compétitionnais avant. Et c'est ça que j'ai fait. Puis c'était au Madison Square Garden. C'était contre un Anglais qui s'appelle Michael Bisping. Et j'ai gagné le combat par un étranglement qu'on appelle un Adaka Jimmy. C'est une de mes prises préférées. Ça prend à peu près 3 à 5 secondes pour faire en sorte que la personne tombe dans les vapes. Puis il n'a pas voulu taper, donc il a tombé sa connaissance. Il a fait dodo. J'ai gagné. C'est la vraie prise du sommeil, en fait. C'est la vraie prise du sommeil, exactement. Ce qui est drôle, c'est que dans les films, souvent, quand on voit quelqu'un qui se fait étrangler, la personne tombe dans sa connaissance puis il ferme les yeux comme ça. En réalité, si tu endors quelqu'un avec un étranglement, les yeux restent ouverts. Essaye-les, ça. Louis. Sérieusement. On va prendre 3 Comment, secondes. genre... les yeux ouverts, t'as l'air mort? Et quelqu'un qui n'est pas entraîné, ça prend 3 secondes. La personne tombe dans les vapes. 3 secondes. Tu me donnes 3 secondes, tu tombes dans les vapes. Direct. Un combattant qui est entraîné, ça peut prendre 5 secondes. Non, Joe. Regarde d'ailleurs. Tu veux-tu? Le show, comment? Ce qu'on peut faire, Vas-y. ce qu'on peut faire, c'est que tu peux taper. Alors, Quand tu peux taper. Je veux pas vous mettre... Parce qu'il y en a qui ont des conditions. Je suis sérieux, c'est 3 secondes. Il le fait, je vais passer. Après, tu fileras pas? Non, tu te réveilles tout de suite. Quand j'étais dormant, là, c'est ça que je faisais. OK, endors-le. Non. Non, mais tu peux avoir il y en a qui, des fois, ils peuvent avoir une condition, ils peuvent être épileptiques, et puis... Ouais, ça peut... Mais c'est pas dangereux, c'est quelque chose que, quand, mettons un policier ou quelqu'un dans la sécurité, là, qui travaille dans la sécurité, puis il faut qu'il sorte quelqu'un qui est sa drogue, qui était incontrôlable. Il va l'utiliser à bon escient. Tu peux utiliser ça pour endormir la personne, la sortir, après ça, tu le réveilles. Hey. Ce soir-là, quand tu as gagné au Madison Square Garden contre... Dans une catégorie de poids plus lourde que tu es habitué, est-ce que tu sais que c'est le dernier ou... Je ne savais pas que c'était le dernier à l'époque. C'est le problème, c'est que j'ai à cause du stress, puis à cause que je combattais dans une catégorie de poids plus lourde, j'essayais de prendre du poids et je me forçais à manger. Et en me forçant à manger, ça a été une très mauvaise idée. J'aurais dû rester le poids que je suis. J'ai été malade. Et je ne savais pas c'était quoi que j'avais durant mon camp d'entraînement. Donc, quand je me suis battu contre Michael Bisping, j'avais un problème. J'avais des maux de ventre et tout ça. J'ai développé une condition qu'on appelle une colite ulcéreuse. Et après le combat, j'ai fait il faut que tu fasses un examen, une colonoscopie et tout ça. Le diagnostic est arrivé et on m'a dit que j'avais une colite ulcéreuse. Et j'ai commencé à faire des jeûnes. Et maintenant, j'ai plus besoin de médicaments. Et puis, le problème est réglé. En fait, tu t'es guéri comme... J'aime toujours mieux me guérir d'une façon naturelle que de prendre des médicaments. Ton Moi, hygiène c'est de mon vie. choix, moi. Ouais. Aujourd'hui, il faut qu'on se laisse. Notre 60 avec 60 est fini, mais aujourd'hui, physiquement, tu te sens comment? Quand tu te lèves le matin... Je me sens Moi, bien. je te suis sur les réseaux sociaux. Fait que je sais que tu te lèves le matin, tu rentres dans ton bain de glace. Ouais, mais les Risque réseaux sociaux, c'est pas la vérité. Il y a bien du monde là, que. Non, tu y vas pas vraiment. Ils font dans les bains de semblant glace. d'être heureux. Puis ils sont plus concentrés à faire semblant d'être ça, heureux que d'être heureux pour Ouais, vrai. je comprends, mais Ça, c'est la maladie aujourd'hui des réseaux sociaux Ça, je puis comprends. dans le monde dans lequel on vit. Mais t'as quand même l'air. Tu t'entraînes quand même comme une bête encore. Moi, Je m'entraîne fort. Je m'entraîne à chaque jour, mais je m'entraîne parce que j'aime ça. Puis j'aime la confiance que ça me donne, la santé, tout ça. Puis je le fais plus pour être le plus fort. Je le fais parce que ça m'aide à être une meilleure personne. T'as-tu mal quand tu sors de ton lit, là? Non. Non? Non.
Il est chanceux. Oui. Moi, j'ai mal aux hanches et aux genoux avec le temps. Ouais, toi, mais tes hanches, j'ai fait. moi, c'est les hanches, mais qu'est-ce que tu veux? Mais là, d'un autre Mais côté... tes genoux, tes épaules, Non, j'ai. t'as-tu fait 100%. réparer tout ou même pas? Non, mais Une machine, oui. j'essaie de m'entraîner d'une façon intelligente. Puis c'est comme une voiture. Hein? Quand ta voiture, il faut que tu fasses des changements d'huile, il faut que tu fasses ton entretien. Il y a beaucoup d'athlètes qui font pas cet C'est ça entretien-là. que j'ai oublié. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes, ils pensent qu'ils vont rester jeunes toute leur vie. Mais c'est important de faire ça. C'est au niveau thérapeutique, là, c'est super important. Puis moi, je l'ai fait. J'ai jamais pris de drogue non plus. Donc, j'ai été en santé, tu vois. J'ai fait le party, puis je me suis amusé, là. J'en ai profité à 100%, mais j'ai pas une ligne que j'ai pas croisée, tu vois. Non, je comprends. Hey, merci beaucoup, Georges. Georges, présentement, là, c'est Makachev, il est si dominant que ça. Tapora. Dis-moi, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est qui t'excite dans UFC? Il y en a plusieurs. Il y a un combat samedi. Il y a un combat samedi. Demain, en fait, je vais peut-être leur dire pour pas que ça soit, parce que je sais pas si votre podcast va passer. Il y a un combat qui va se passer qui pour moi, qui est très excitant. C'est Cyril Gane contre Thomas Spinall. Championnat des poids lourds de l'UFC. J'ai vraiment hâte de le voir. Et ceux qui m'excitent aussi, ceux que j'aime beaucoup voir, il y a ces deux poids lourds-là qui sont très, très bons. Il y a Makhachev, Topuria, il y a Mirad, que j'aime beaucoup aussi. Topuria, c'est une machine, je l'aime. Pereira est excitant aussi. Il met ses KO. Là, il est le fun à voir aussi. Il y en a Tu y plusieurs. vas-tu souvent? J'y vais quand j'ai la chance, quand c'est dans une ville puis que ça donne, j'y vais, mais je regarde pas tous les combats maintenant. Souvent, quand j'y vais, c'est parce que j'ai affaire à aller là. Ou des fois, je veux prendre une petite vacance, j'appelle, mettons, Dana. Dana, il me donne une paire de tickets. C'est désagréable, mettons, y aller dans le sens que c'est ton crowd, là. Fait que Non. tout le monde va t'arrêter. Non, parce qu'on aux est 2 mètres. on est mis dans une section Aux 2 mètres, VIP, donc je suis pas mêlé. T'sais. C'est ça, souvent, le monde, il me dit « Hey, tu vas-tu voir le hockey à Montréal? » Je peux pas m'asseoir dans une... Tu sais, je pourrais le faire, mais je passerais ma soirée à signer des autographes. Puis c'est correct, puis je vais jamais dire non. Mais par contre, c'est pas le fun pour moi, puis c'est pas le fun parce qu'ils sont assis à côté de moi ou en arrière de moi parce qu'eux, ils n'aimeront pas ça, ils n'auront pas une belle expérience, ils n'auront pas la vue. Donc, quand je vais voir un match, souvent, c'est dans une loge ou quelque chose comme ça. Mais moi, ça fait partie de la game. Genre, je vais t'amener au voir Canadien, on va être dans le salon des anciens, personne ne va t'achaler, puis on va être dans des petits bancs juste pour la section VIP, tous des anciens joueurs, personne ne va t'achaler. Ça, c'est correct? OK, c'est un deal. Je t'ai mis avec quelques joueurs aussi. C'est ça qui est le fun. T'sais. José, Georges Larac, c'est un bon ami à moi. Tout est groupé de quelqu'un, tu sais. Même les joueurs de hockey sont groupés des combattants. Ben, c'est sûr. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est le fun. Quand tu vas avec d'autres athlètes de d'autres sports, c'est le fun. C'est comme une camaraderie. Oui. Vous retrouvez, il y a quelque part où vous vous retrouvez dans ce niveau de Là, on compétition. peut pas mettre les standards 60 avec le 60 trop long. Le monde va me dire là, José, c'est 60, Oui, c'est 70. c'est 70. Hey, merci, Georges. C'était un Merci à honneur vous, de t'avoir Georges. reçu. C'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À bientôt. Merci, bye-bye.